Aucune nounou n'a tenu plus de 2 jours dans cette maison. La fille du millionnaire les faisait toutes fuir. L'une après l'autre. Avec ses cris, ses larmes, sa colère. Personne à Lagos ne voulait plus travailler pour cette famille. Le père avait doublé le salaire, triplé même. Rien n'y faisait. Sa fille de 10 ans gagnait à chaque fois. Jusqu'au jour où Esha est arrivée. Et là, tout a basculé. Avant que je commence, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez en ce moment. Que vous soyez à Dakar, à Abidjan, à Paris, à Montréal, à Kinshasa, à Bruxelles ou ailleurs, je veux vous lire. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de sourire aujourd'hui. Maintenant, entrons dans l'histoire. Lagos est une ville qui ne dort jamais. Une ville où les klaxons remplacent les berceuses, où la chaleur colle à la peau même la nuit, où les marchés débordent de couleurs et de vie à toute heure du jour. C'est dans cette ville vibrante, dans un quartier résidentiel calme et verdoyant, que vivait Mike Adeyemi, un homme que Lagos connaissait bien. Promoteur immobilier prospère, respecté, élégant dans sa façon d'être, Mike avait tout ce que les hommes de son âge rêvaient d'avoir. Une belle maison avec un grand jardin ombragé par des manguiers, 2 voitures garées dans l'allée, une entreprise florissante, et le respect de tous ceux qui le côtoyaient. Mais derrière tout cela, Mike portait une douleur que l'argent ne pouvait pas effacer. Il y a 2 ans, il avait perdu Chison, sa femme, la mère de sa fille. Un accident brutal, soudain, sans prévenir. Un matin elle était là, assise à la table de la cuisine, en train de rire de quelque chose que Naomi avait dit. Le soir elle n'était plus. Un camion qui avait grillé un feu rouge. 3 secondes qui avaient tout détruit. Et depuis ce jour-là, la grande maison de Mike était devenue silencieuse d'une façon que les murs eux-mêmes semblaient ressentir. Naomi avait 8 ans quand sa mère est partie. Elle en avait 10 maintenant. Et en 2 ans, elle avait changé. Pas comme on change quand on grandit. Elle avait changé comme change une fleur qu'on a arrachée de son jardin. Les racines étaient encore là, quelque part sous la surface, mais elle ne nourrissait plus rien de doux. Elle n'était plus tout à fait la petite fille douce et rieuse que Chison avait élevée avec tant d'amour. La douleur de sa mère avait pris une autre forme en elle. Pas des pleurs. Pas du repli. Non. Naomi était devenue une tempête. Une petite tempête de 10 ans qui faisait régner la terreur dans sa propre maison. Et cette tempête avait un seul objectif, conscient ou pas. Faire partir toute femme qui essaierait de prendre la place de sa mère. Son père, débordé par son travail, dépassé par sa propre douleur qu'il n'avait jamais pris le temps de vraiment traverser, avait fini par engager des nounous pour s'occuper d'elle après l'école. Et c'est là que l'histoire avait commencé à prendre une tournure que personne à Lagos n'avait jamais vue. La première nounou s'appelait Blessing. Une femme sérieuse, expérimentée, la cinquantaine solide, habituée aux enfants difficiles. Elle avait travaillé dans 3 familles avant, toutes avec des enfants que les autres avaient déclarés impossibles. Elle avait une méthode, disait-elle, une façon de faire qui marchait à tous les coups. Elle était arrivée un lundi matin avec ses affaires soigneusement rangées dans un grand sac, son sourire professionnel et sa réputation qui la précédaient. Elle avait dit à Mike de ne pas s'inquiéter, que d'ici une semaine la petite serait en confiance et que tout irait bien. Le lundi à midi, Naomi avait refusé de manger ce qu'elle avait préparé. Le lundi après-midi, Naomi avait fermé la porte de sa chambre à clé et n'avait pas ouvert pendant 3 heures. Le lundi soir, Naomi avait renversé tout le sac de Blessing dans l'escalier. Les vêtements étaient tombés marche par marche. Les produits de beauté avaient roulé jusqu'en bas. Un flacon de parfum s'était brisé sur le carrelage. Le mardi matin, Blessing était partie. Elle n'avait même pas pris son petit déjeuner. Elle avait dit à Mike en le regardant dans les yeux que sa fille avait besoin d'un médecin, pas d'une nounou. Et elle était sortie sans se retourner. La deuxième s'appelait Ngozi. Grande, robuste, l'air de quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Elle avait les bras forts, la voix grave et l'assurance de celles qui ont élevé 6 enfants toutes seules. Elle avait duré 1 jour et demi. Naomi avait versé de l'eau sur ses vêtements soigneusement rangés dans l'armoire qu'on lui avait réservée. Pas un peu d'eau. Un seau entier. Les robes, les pagnes, les sous-vêtements, tout était trempé. Ngozi avait ramassé ses affaires mouillées sans dire un mot, les avait mises dans un sac plastique, et elle était sortie par la grande porte en murmurant des choses que les enfants ne devraient pas entendre. Elle avait dit aux voisines que cette maison était maudite. Que l'esprit de la mère morte ne voulait pas que quelqu'un d'autre y vive. Les voisines avaient répété. Et la rumeur avait commencé à circuler. La troisième s'appelait Fink. Jeune, dynamique, pleine de bonne volonté.
Elle avait apporté des cadeaux pour Naomi. Un bracelet de perles, un livre de coloriage, des bonbons. Naomi avait pris les cadeaux, les avait regardés un par un, et les avait jetés dans la poubelle de la cuisine devant les yeux de Fink. Fink avait pleuré ce soir-là dans sa chambre. Le lendemain, elle avait laissé une lettre sur la table et elle était partie avant l'aube. La 4e, la 5e, la 6e. Elle venait, elle repartait. Naomi avait un talent pour faire partir les gens. Elle savait exactement quoi faire, quoi dire, quoi renverser, quoi casser pour que l'autre décide que ce salaire n'en valait pas la peine. Elle connaissait les points faibles des adultes comme si elle avait étudié la chose. Elle savait que la fierté était leur endroit le plus fragile. Alors elle attaquait là. Avec des mots tranchants, des gestes calculés, des silences qui blessaient autant que des cris. Son père Mike regardait tout ça avec un mélange de fatigue et de désespoir. Il avait essayé de parler à Naomi. Plusieurs fois. De lui expliquer qu'elle avait besoin de quelqu'un, qu'il ne pouvait pas toujours être là, que c'était pour son bien. Naomi l'écoutait avec ses grands yeux sombres, hochait légèrement la tête comme si elle comprenait, et recommençait dès la nounou suivante. Elle ne criait pas quand son père lui parlait. Elle ne le défiait pas directement. C'était pire que ça. Elle acquiesçait. Elle acceptait. Et puis elle continuait exactement ce qu'elle faisait avant. Parce que ce que Mike ne comprenait pas encore, ce que même Naomi ne comprenait pas avec ses 10 ans, c'est qu'elle ne faisait pas partir les nounous par méchanceté. Elle les faisait partir parce qu'elle avait peur. Une peur immense, gigantesque, plus grande qu'elle. Parce que laisser entrer une femme dans la maison, laisser une femme prendre soin d'elle, sourire à son père, occuper l'espace que sa mère avait laissé vide, toucher les meubles que sa mère avait touchés, s'asseoir sur la chaise où sa mère s'asseyait, c'était quelque chose que son cœur de petite fille ne pouvait pas accepter. Pas encore. Chaque nounou qui arrivait était une trahison. Chaque nounou qui posait sa valise dans cette maison était une façon de dire que Chison était vraiment parti pour toujours. Que l'attente était finie. Que le miracle n'aurait pas lieu. Et Naomi refusait ça. De toutes ses forces. De tout son petit corps. Les semaines passaient. Les nounous se succédaient. La réputation de la maison Adeyemi commençait à se répandre dans tout le quartier, puis dans les quartiers voisins, puis dans les réseaux d'agences de placement de la gosse. On disait que la petite était impossible. On disait que la petite était possédée par le chagrin. Que le père payait bien mais que l'enfant rendait la vie impossible. Des agences avaient commencé à hésiter avant d'envoyer leurs candidates. Certaines refusaient carrément le contrat quand on leur décrivait la situation. D'autres envoyaient leurs moins bonnes candidates, celles qui n'avaient pas d'autre choix, et celles-là partaient encore plus vite que les autres. Mike était à bout. Il avait doublé les salaires. Triplé pour certaines. Il avait même offert des primes de résistance. Rien n'y faisait. Naomi gagnait à chaque fois. Et dans sa chambre, le soir, quand la maison retrouvait son silence terrible, on aurait pu croire qu'elle était satisfaite de ses victoires. Mais non. La vérité, c'est que Naomi pleurait aussi. En silence, sous ses couvertures, serrant contre elle un vieux pagne de sa mère qui commençait à perdre son odeur, elle pleurait pour sa maman. Elle lui parlait dans le noir. Elle lui racontait sa journée. Elle lui disait qu'elle était forte, qu'elle protégeait la maison, que personne ne la remplacerait jamais. Et elle se sentait seule d'une façon que les mots ne savent pas décrire. Une solitude d'enfant. La pire de toutes. C'est dans ce contexte, un mercredi matin de début de saison sèche, quand l'air de la gosse commençait à devenir sec et poussiéreux et que les arbres perdaient leurs premières feuilles, que Mike avait reçu le contact des chats. Une recommandation d'un vieil ami qui lui avait dit qu'il connaissait quelqu'un de spécial. Pas une nounou comme les autres, avait-il précisé. Quelqu'un de différent. Mike avait soupiré en raccrochant. Il n'avait pas beaucoup d'espoir. À ce stade, il n'avait plus vraiment d'espoir du tout. Il avait même commencé à envisager de quitter son travail pour s'occuper lui-même de Naomi à plein temps. Mais il avait quand même accepté de la rencontrer. Une dernière fois. Aïcha Diallo était arrivée chez lui dans l'après-midi. Le soleil était haut et chaud. Les oiseaux chantaient dans les manguiers du jardin. Et dès qu'il avait ouvert la porte, Mike avait ressenti quelque chose qu'il ne savait pas comment nommer. Pas une attirance comme on l'entend d'habitude. Pas un coup de foudre. Rien de tout ça. Plutôt une présence. Quelque chose qui émanait de cette femme et qui remplissait l'espace autour d'elle. Une femme qui dégageait quelque chose de calme, de solide, de profond, comme un arbre planté depuis longtemps dans une terre fertile. Aïcha avait la peau couleur caramel chaud, des tresses longues et soignées qui tombaient sur ses épaules avec une grâce naturelle. Et un sourire qui arrivait doucement, pas de façon forcée,
pas de façon exagérée, comme quelqu'un qui sourit parce que c'est naturel chez elle, parce que c'est sa façon d'être au monde. Elle avait dans les 35 ans, les mains fines mais fortes, et un regard qui vous donnait l'impression qu'elle vous écoutait vraiment quand vous parliez. Pas comme ces gens qui font semblant. Vraiment. Elle était belle sans chercher à l'être. Habillée simplement, proprement, avec une robe longue aux couleurs douces, avec une façon de se tenir qui disait qu'elle avait confiance en elle sans avoir besoin de le montrer à qui que ce soit. Mike lui avait tout expliqué. La mort de Shizon, la douleur de Naomi, les nounous qui partaient une à une comme si la maison les recrachait, le comportement de sa fille, les valises renversées, les vêtements mouillés, les cadeaux jetés à la poubelle, les fugues nocturnes dans le jardin, les cris, les silences qui faisaient encore plus mal que les cris. Il lui avait tout dit, sans rien cacher, sans rien embellir, pour qu'elle sache exactement dans quoi elle s'engageait. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit blessé par cette situation. Il préférait être honnête maintenant plutôt que de devoir s'excuser plus tard. Aisha l'avait écouté sans s'agiter, sans sourciller, sans montrer ni peur ni pitié. Ses mains étaient posées calmement sur ses genoux. Son regard n'avait pas scié. Elle avait écouté chaque mot comme si chaque mot comptait. Quand il avait fini, quand le silence était revenu dans le salon, elle avait juste dit une phrase. Une seule. Elle avait dit que les enfants qui font le plus de bruit sont souvent ceux qui ont le plus besoin qu'on les entende. Mike ne s'y attendait pas. Il avait regardé cette femme différemment. Comme si quelqu'un venait de prononcer des mots qu'il attendait depuis 2 ans sans le savoir. Et il avait hoché la tête lentement, en se demandant si cette fois, les choses allaient peut-être se passer autrement. Naomi était dans sa chambre quand Aisha était arrivée ce soir-là avec une petite valise. La petite l'avait regardée depuis le haut de l'escalier, cachée derrière la rambarde, la moitié du visage visible, un œil qui observait tout. Elle l'avait analysée de la tête aux pieds avec ce regard que les enfants ont quand ils jugent les adultes sans en avoir l'air. Elle avait regardé sa valise. Petite. Les autres arrivaient avec de gros sacs, des cartons, comme si elles emménageaient pour toujours. Celle-là avait une petite valise. Comme quelqu'un qui ne veut pas trop s'installer. Ou comme quelqu'un qui sait voyager léger. Puis Naomi était retournée dans sa chambre sans rien dire. Ce silence était inhabituel. Les autres fois, Naomi commençait dès le premier regard. Un commentaire, une grimace, un soupir bruyant, quelque chose pour poser le territoire, pour dire que cette maison était à elle et que la nouvelle venue n'était pas la bienvenue. Là, rien. Juste ce regard long, attentif, presque curieux, et ce retrait silencieux. Aisha avait souri intérieurement. Elle savait lire les enfants. Elle en avait vu beaucoup dans sa vie. Et ce silence lui avait dit quelque chose d'important. Cette petite n'était pas méchante. Elle était blessée. Il y avait une différence énorme entre les deux. Et c'est cette différence qui changerait tout. Le premier soir, Aisha avait préparé le dîner. Mike lui avait montré la cuisine, les placards, le réfrigérateur, et lui avait dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Il n'avait plus la force de gérer ces détails. Aisha avait cuisiné quelque chose de simple, une soupe de légumes avec du riz, en chantonnant doucement une mélodie que personne dans cette maison ne connaissait. Naomi était descendue parce qu'elle avait faim. Elle avait marché jusqu'à la cuisine avec cette démarche lourde qu'elle prenait quand elle voulait montrer qu'elle n'était pas contente. Elle s'était assise à table sans regarder Aisha, avait commencé à manger du bout des lèvres, et avait dit, d'une voix plate, que la nourriture n'était pas bonne. Qu'elle n'aimait pas ça. Que sa mère cuisinait mieux. Cette dernière phrase, elle l'avait dite en regardant Aisha pour la première fois. Droit dans les yeux. Comme un défi. Comme une lame. Aisha avait soutenu ce regard. Elle n'avait pas baissé les yeux. Elle n'avait pas non plus répondu par un regard dur. Elle avait juste souri, doucement, et lui avait demandé ce qu'elle aimait manger, ce que sa maman préparait pour elle, pour qu'elle puisse essayer la prochaine fois. Naomi n'avait pas répondu. Elle avait juste poussé son assiette et était remontée dans sa chambre en fermant la porte un peu plus fort que nécessaire. Mike avait commencé à s'excuser, les mains sur le visage, visiblement épuisé par la répétition de ces scènes. Aisha lui avait dit que c'était normal. Que c'était même bon signe. Elle avait expliqué que quand un enfant réagit, même négativement, même avec colère, même avec cruauté, cela signifie qu'il est encore là. Qu'il est encore vivant à l'intérieur. C'est quand un enfant ne réagit plus du tout, quand il devient indifférent, quand il regarde le monde avec des yeux vides, qu'on doit vraiment s'inquiéter. Mike avait regardé Aisha avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Pas encore de l'espoir. Mais peut-être le souvenir de ce que l'espoir avait un jour ressemblé. Le lendemain matin, Naomi s'était levée tôt. Beaucoup plus tôt que d'habitude.
Sans doute pour vérifier si Esha était encore là. Si elle avait fait ses bagages pendant la nuit comme les autres. Elle avait marché sur la pointe des pieds jusqu'en bas de l'escalier, en retenant son souffle, et avait regardé par la porte entr'ouverte de la cuisine. Esha était là. Debout, pieds nus sur le carrelage frais, en train de préparer le petit déjeuner, en chantonnant doucement quelque chose dans sa langue. Une mélodie douce et lente qui flottait dans l'air comme une prière. Naomi l'avait regardée un long moment sans bouger. Elle avait observé la façon dont Esha coupait les fruits, avec des gestes lents et précis. La façon dont elle essuyait le plan de travail après chaque étape. La façon dont elle bougeait dans cette cuisine comme si elle la connaissait depuis toujours. Et Esha ne s'était pas retournée. Ou plutôt, elle n'avait pas montré qu'elle savait que Naomi était là. Parce qu'Esha l'avait vue du coin de l'œil dès la première seconde. Mais elle n'avait rien dit. Elle avait juste continué à chanter. À occuper l'espace sans envahir. À être présente sans forcer. Et Naomi était remontée dans sa chambre avec quelque chose de différent sur le visage. Pas encore de la tendresse. Pas encore de la confiance. Mais quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. Et la curiosité, c'est la première porte qui s'ouvre. Les jours suivants, Naomi avait quand même essayé. Parce que c'était plus fort qu'elle. Parce que c'était devenu un réflexe, une habitude, une façon de se protéger. Elle avait pris les affaires d'Esha et les avait cachées dans le jardin, derrière les buissons, là où personne ne va. Esha les avait retrouvées tranquillement, 1 heure plus tard, sans s'énerver, sans faire de bruit, et elle n'avait rien dit à Mike. Elle avait juste rangé ses affaires en souriant, comme si c'était un jeu. Naomi avait renversé du jus de fruits sur le lit d'Esha. Volontairement. En la regardant dans les yeux. Esha avait changé les draps calmement, sans soupirer, sans lever la voix, comme si c'était un accident qui pouvait arriver à n'importe qui. Elle avait regardé Naomi dans les yeux et lui avait juste demandé si elle voulait l'aider à refaire le lit. Naomi l'avait fixée, décontenancée, la bouche entr'ouverte. Personne ne lui avait jamais répondu comme ça. Les autres criaient, pleuraient, partaient. Celle-là demandait de l'aide pour refaire le lit. Naomi était partie en courant dans sa chambre. Un autre jour, Naomi avait crié sur Esha que son repas était mauvais, qu'elle ne savait pas cuisiner, qu'elle était nulle, qu'elle ne servait à rien, que même les nounous d'avant cuisinaient mieux qu'elle. Les mots étaient sortis comme des pierres, durs et pointus. Esha avait posé sa cuillère doucement. Elle s'était assise en face de Naomi, de l'autre côté de la table. Elle l'avait regardée avec ce regard calme qui ne tremblait jamais. Et elle lui avait dit, d'une voix basse et sincère, qu'elle était prête à apprendre. Qu'elle avait besoin que Naomi lui dise ce que sa maman cuisinait. Les plats préférés. Les épices. Les odeurs. Et qu'elle ferait tout son possible pour s'en approcher. Pas pour remplacer. Jamais pour remplacer. Juste pour essayer. Il y avait eu un silence. Un silence lourd, tremblant, chargé de tout ce que Naomi portait depuis 2 ans. Et pour la première fois depuis très longtemps, les yeux de Naomi s'étaient remplis de larmes qu'elle n'avait pas pu retenir. Des larmes qu'elle avait combattues de toutes ses forces mais qui avaient fini par déborder. Elle était partie en courant, encore une fois. Mais quelque chose s'était fissuré dans ce mur qu'elle construisait depuis 2 ans. Une fissure fine, presque invisible. Mais une fissure quand même. Et les fissures, c'est par là que la lumière entre. Esha ne partait pas. C'était la chose la plus troublante pour Naomi. Les jours devenaient des semaines. Les semaines avançaient lentement, une après l'autre. Et Esha était toujours là. Chaque matin quand Naomi descendait l'escalier, Esha était dans la cuisine. Chaque soir quand Naomi se couchait, Esha était quelque part dans la maison, en train de lire, de ranger, de vivre. Elle ne menaçait pas de partir. Elle ne se plaignait pas au père. Elle ne faisait pas de grandes déclarations. Elle existait simplement dans cet espace. Et plus le temps passait, plus Naomi se retrouvait à observer Esha sans qu'elle s'en rende compte. Elle la regardait coiffer ses tresses le matin devant le miroir du couloir, ses doigts habiles qui tressaient avec une rapidité fascinante. Elle la regardait lire dans le salon le soir, un livre posé sur ses genoux, la lumière douce de la lampe sur son visage concentré. Elle la regardait rire avec son père quand il parlait de choses banales à table, de la pluie qui n'arrivait pas, du prix des tomates au marché, d'une émission à la télévision. Et quelque chose de douloureux mais de doux se passait dans le cœur de Naomi. Douloureux parce que ça ressemblait à ce qu'elle avait perdu. Doux parce que ça existait de nouveau. Parce qu'Esha n'essayait pas de remplacer sa mère. Elle ne faisait pas semblant que tout allait bien. Elle ne souriait pas de façon fausse pour plaire au père. Elle ne jouait pas un rôle.
Elle était juste là. Vraiment là. Présente d'une façon authentique et entière que Naomi n'avait pas ressentie depuis Shizon. Un soir de pluie, un de ces orages violents de Lagos où le ciel se déchire et où l'eau tombe si fort qu'on dirait que le monde se noie, Naomi avait eu un cauchemar. Elle s'était réveillée en sursaut, le souffle court, les joues mouillées. Dans les cauchemars de Naomi, c'était toujours le même. Sa mère qui s'en allait sur une route longue et droite. Et Naomi qui courait derrière elle de toutes ses forces. Elle criait le nom de sa mère. Mais sa voix ne sortait pas. Et sa mère continuait de marcher, de plus en plus loin, jusqu'à devenir un point, puis rien du tout. Elle était restée assise dans son lit dans le noir, tremblante, les bras serrés autour de ses genoux. Le tonnerre grondait dehors. La pluie frappait les fenêtres comme des milliers de petits points. Elle ne voulait pas appeler son père parce que son père avait l'air si fatigué ces derniers temps. Parce que chaque fois qu'elle l'appelait la nuit, elle voyait dans ses yeux cette même douleur qu'elle essayait de cacher dans les siens. Et puis, sans même s'en rendre compte, sans même y avoir réfléchi, ses pieds l'avaient portée hors de son lit, le long du couloir sombre, jusqu'à la chambre d'Esha. Elle avait poussé doucement la porte. Esha dormait. La pièce sentait le beurre de karité et quelque chose de chaud, de rassurant, une odeur qui ressemblait à un refuge. Naomi s'était arrêtée sur le seuil. Son cœur battait dans ses oreilles. Elle allait repartir. Elle avait déjà commencé à reculer d'un pas. Mais Esha s'était réveillée. Peut-être qu'elle ne dormait pas vraiment. Peut-être qu'elle avait entendu les petits pas dans le couloir. Elle avait regardé Naomi sans s'agiter, sans faire de grands gestes, sans allumer la lumière. Elle avait juste écarté un peu ses couvertures. Un geste simple. Un geste silencieux. Un geste qui disait tout ce que les mots ne peuvent pas dire. Naomi avait regardé ce geste. Et quelque chose en elle s'était effondré comme un château de sable face à la mer. Toutes les défenses, tous les murs, toute la colère, tout ça s'était dissous en une seconde. Elle était entrée dans le lit d'Esha. Et Esha l'avait tenue dans ses bras, doucement, fermement, sans poser de questions, sans demander pourquoi, en lui chantant tout bas cette même chanson qu'elle chantonnait dans la cuisine chaque matin. Et Naomi avait dormi. Vraiment dormi. Sans cauchemar. Pour la première fois depuis 2 ans. Et dehors, la pluie tombait encore, mais elle ne faisait plus peur. Elle ressemblait maintenant à une berceuse. Le lendemain matin, Naomi ne savait pas quoi faire de ce qu'elle avait vécu. Elle se sentait à la fois soulagée et vulnérable. Comme quelqu'un qui a retiré son armure et qui ne sait plus comment se tenir sans elle. Elle était descendue à la cuisine et elle avait regardé Esha différemment. Pas encore avec des mots. Juste avec les yeux. Et ses yeux disaient quelque chose de nouveau. Et Esha avait fait comme si de rien n'était. Parce qu'elle savait que les moments fragiles ne supportent pas qu'on les regarde de trop près. Elle lui avait juste posé devant elle une assiette de ce petit déjeuner que Naomi avait refusé de décrire mais qu'Esha avait deviné à force d'observer. Des beignets de bananes plantain frits. Exactement comme Shizon les faisait. Naomi les avait reconnus avant même de les goûter. Elle avait regardé l'assiette. Puis avait regardé Esha. Et pendant un instant, ses yeux s'étaient remplis de quelque chose qui ressemblait à de la gratitude mêlée de douleur. Et pour la première fois, elle avait dit merci. Un tout petit merci. Presque inaudible. Un mot à peine soufflé. Mais Esha l'avait entendu. Et ce merci-là avait plus de valeur que n'importe quel salaire. Plus de valeur que toutes les primes que Mike avait pu offrir aux autres nounous. Parce que ce merci venait de si loin, de si profond dans le cœur de Naomi, qu'il avait dû traverser 2 ans de douleur pour arriver à la surface. Les choses avaient changé après cette nuit de pluie. Pas d'un coup. Pas comme dans les films où la musique monte et où tout se résout en une scène. La vie ne fonctionne pas comme ça, surtout pas quand la douleur est profonde. Mais doucement, comme change la lumière quand le soleil se lève, millimètre par millimètre, rayon par rayon. Naomi avait commencé à parler à Esha. D'abord de petites choses. L'école, ses amis, une professeure qu'elle n'aimait pas, un garçon de sa classe qui l'embêtait, un devoir qu'elle trouvait trop difficile. Des choses d'enfant. Des choses normales. Des choses que les petites filles racontent aux femmes qui prennent soin d'elles. Puis des choses plus grandes. Sa mère. Des souvenirs. La façon dont Shizon sentait le jasmin parce qu'elle mettait toujours cette même huile dans ses cheveux. La façon dont elle lui lisait des histoires le soir, en prenant des voix différentes pour chaque personnage. La façon dont elle dansait dans la cuisine le dimanche matin en chantant faux et en riant de sa propre voix. La façon dont elle serrait Naomi dans ses bras si fort qu'on aurait dit qu'elle avait peur de la perdre. Esha écoutait tout. Chaque mot.
Chaque souvenir. Chaque larme. Elle ne disait pas que sa mère était en paix. Elle ne disait pas que tout allait bien se passer. Elle ne sortait pas ces phrases toutes faites que les adultes utilisent quand ils ne savent pas quoi dire face à la douleur d'un enfant. Elle écoutait juste. Avec tout son être. Et quand Naomi pleurait, elle était là. Elle posait sa main sur la sienne, ou elle la prenait dans ses bras, ou elle restait simplement assise à côté d'elle en silence. Sans essayer de faire partir les larmes trop vite. Sans dire que ça suffit, qu'il faut être forte, qu'il faut passer à autre chose. Parce qu'Esha savait que certaines larmes ont besoin de couler jusqu'à la dernière goutte avant de guérir quelque chose. Que la douleur ne part pas quand on la chasse. Elle part quand on la laisse exister. Mike observait tout ça de loin. Il voyait sa fille changer. Il voyait ce sourire revenir sur le visage de Naomi. Pas à chaque fois. Pas encore tous les jours. Mais il revenait. Un sourire au petit déjeuner. Un rire dans le jardin. Un moment de légèreté qui n'existait plus depuis 2 ans. Et Mike se retrouvait à regarder Esha d'une façon qu'il n'avait pas anticipée. Il y avait de la reconnaissance, bien sûr. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qu'il n'osait pas encore nommer. Il avait passé 2 ans à ne penser à aucune autre femme. Il s'était interdit même d'y penser. Par respect pour Shizon. Par peur de trahir. Mais Esha n'était pas n'importe quelle femme. Elle était entrée dans sa maison au moment où plus personne ne voulait y entrer. Elle avait fait quelque chose que personne n'avait réussi à faire. Elle avait ramené la chaleur dans les murs de cette maison. Elle avait ramené sa fille à la surface. Elle avait ramené le dimanche matin. Et sans qu'il s'en rende compte, lentement, naturellement, elle était devenue indispensable. Pas comme une employée qu'on ne veut pas perdre. Comme une présence qu'on ne veut plus imaginer absente. Un soir, après que Naomi se soit endormie, Mike avait rejoint Esha sur la terrasse. L'air de Lagos était doux ce soir-là. Les étoiles étaient visibles, ce qui était rare dans cette ville qui ne dort pas. Il lui avait proposé de doubler, puis tripler son salaire si elle acceptait de s'installer définitivement dans la maison. Il lui avait expliqué que Naomi avait besoin de stabilité, que l'idée de la voir repartir un jour l'inquiétait, que pour la première fois depuis la mort de Shizon il voyait sa fille aller mieux et qu'il ne voulait pas que ça s'arrête. Esha l'avait écouté. Elle avait souri de ce sourire qui arrivait doucement, comme un lever de soleil. Et elle avait accepté. Non pas pour le salaire. L'argent n'avait jamais été sa raison d'être là. Mais parce qu'elle aussi était attachée. Attachée à cette petite fille qu'il avait combattue et qui avait fini par se blottir contre elle une nuit de pluie. À cette maison qui avait retrouvé son souffle. Et peut-être à autre chose qu'elle ne voulait pas encore nommer non plus. Quelque chose qui ressemblait à un sentiment qu'on hésite à reconnaître quand on sait que le reconnaître changera tout. Les mois qui suivirent furent les plus beaux que cette maison ait connus depuis la mort de Shizon. Naomi allait mieux. Véritablement mieux. Pas une guérison spectaculaire. Mais une guérison réelle. Elle riait à nouveau. D'un rire qui venait du ventre, pas de la surface. Elle ramenait des amis à la maison pour la première fois depuis 2 ans. Elle faisait des devoirs avec Esha dans le salon, étalée sur le tapis, les cahiers ouverts, les crayons partout. Elle avait commencé à apprendre à coiffer des tresses en regardant Esha faire, ses petits doigts maladroits qui essayaient d'imiter ses gestes qu'elle trouvait si élégants. Elle lui posait des questions sur tout. Sur l'amour, sur la vie, sur pourquoi les gens partent, sur si on peut aimer plusieurs personnes dans une vie sans trahir personne, sur si sa maman la voyait de là-haut, sur si les étoiles étaient vraiment des gens qu'on a aimés. Des questions d'enfants qui portent des poids d'adultes. Et Esha répondait avec cette patience infinie qui semblait ne jamais s'épuiser. Avec des mots simples et vrais qui ne faisaient pas semblant que la vie était facile mais qui ne la rendaient pas plus sombre qu'elle ne l'était. Un après-midi de samedi, Naomi avait pris la main d'Esha dans la cuisine. Sans prévenir. Sans explication. Elle avait pris cette main et l'avait tenue dans la sienne, les yeux fixés sur la fenêtre, le regard perdu dans les branches du manguier dehors. Et elle lui avait dit, d'une voix calme, presque adulte, qu'elle était contente qu'elle ne soit pas partie. Qu'elle avait tout fait pour qu'elle parte. Et qu'elle était contente que ça n'ait pas marché. Esha avait serré cette petite main dans la sienne. Elle avait senti ses yeux brûler. Mais elle n'avait pas pleuré. Pas devant Naomi. Et aucune des deux n'avait ajouté un mot de plus. Parce que certaines choses n'ont pas besoin de mots pour être comprises. Elles ont juste besoin d'être vécues. C'est Naomi elle-même qui avait parlé à son père. Un dimanche matin, pendant que Mike lisait son journal sur la terrasse, un café posé à côté de lui qui refroidissait parce qu'il oubliait toujours de le boire, Naomi était venue s'asseoir à côté de lui. Elle portait sa robe préférée,
Celle avec les fleurs jaunes. Elle avait pris une grande inspiration comme quelqu'un qui prépare quelque chose depuis longtemps, qui a répété les mots dans sa tête, qui attend le bon moment. Et elle lui avait dit qu'elle aimait Esha. Que Esha était gentille. Que Esha prenait soin d'elle comme une vraie maman. Pas comme sa maman. Pas pour la remplacer. Mais comme une autre maman. Une deuxième maman. Et puis elle avait dit, avec la franchise déstabilisante que seuls les enfants savent avoir, qu'elle pensait que son père aimait Esha aussi. Que ça se voyait. Dans la façon dont il la regardait. Dans la façon dont il riait quand elle parlait. Dans la façon dont il trouvait toujours une raison pour rester dans la pièce quand elle y était. Et qu'elle, Naomi, était d'accord. Que si son père voulait épouser Esha, elle était d'accord. Que ce serait bien. Que la maison avait besoin de ça. Que la maison méritait d'être heureuse à nouveau. Mike avait regardé sa fille avec des yeux qu'on ne peut pas décrire. Il y avait dedans tellement d'amour, tellement de surprises, tellement d'émotions brusques et inattendues, que pendant quelques secondes il n'avait pas pu parler. Sa gorge était serrée. Ses mains tremblaient un peu. Il avait juste attiré Naomi contre lui et l'avait tenue fort. Très fort. Comme s'il avait peur qu'elle s'envole. Et Naomi avait laissé faire. Elle avait posé sa tête contre sa poitrine et elle avait fermé les yeux. Ce qui, en soi, était déjà un miracle. Parce que cette petite fille qui avait passé 2 ans à repousser le monde entier venait de donner à son père la permission d'aimer à nouveau. Mike avait souri parce qu'il avait déjà pensé à tout ça. Depuis longtemps. Depuis plus longtemps qu'il ne voulait se l'avouer. Des nuits entières il avait pensé à Esha. À ce qu'elle représentait. À ce qu'elle avait apporté. À ce que la vie pourrait être s'il osait y croire. Mais il avait attendu. Parce que c'était Naomi qui comptait. Parce que si Naomi ne voulait pas, rien d'autre n'aurait eu de sens. Aucun amour ne vaut la peine s'il blesse son enfant. Et là, sa fille de 10 ans, cette petite guerrière qui avait fait fuir toutes les femmes de la gosse, était venue lui dire d'une voix calme et décidée qu'elle était d'accord. Il avait souri encore plus fort. Un sourire qu'il n'avait pas eu depuis la mort de Chizon. Ce soir-là, Mike avait parlé à Esha. Pas avec de grandes phrases romantiques. Pas avec des discours préparés. Juste honnêtement. Il lui avait dit ce qu'il ressentait. Il lui avait dit que Naomi l'aimait. Il lui avait dit ce que cette maison était devenue depuis qu'elle y était. Et il lui avait demandé, simplement, si elle pouvait imaginer rester. Pas comme nounou. Comme femme. Comme famille. Esha l'avait regardé longtemps. Ses yeux brillaient d'une façon qu'elle avait du mal à cacher. Elle avait pensé à cette petite fille qui avait tout fait pour la faire partir et qui avait fini par lui ouvrir son cœur entier. À cet homme qui avait traversé la douleur avec dignité et qui était encore capable d'aimer. Elle avait pensé à Chizon, cette femme qu'elle n'avait jamais connue mais dont elle connaissait le parfum de jasmin, les recettes, les chansons, tout ce que Naomi lui avait raconté morceau par morceau. Elle avait pris une grande inspiration. Et elle avait dit oui. Un oui clair. Un oui sans hésitation. Un oui qui disait qu'elle avait attendu aussi. Le mariage d'Esha et de Mike avait été simple et beau. Pas une grande cérémonie avec des centaines d'invités et des dépenses extravagantes. Juste les familles, les amis proches, les gens qui comptaient vraiment. La chaleur de la gosse en début de soirée, cette chaleur douce qui arrive quand le soleil descend et que l'air devient supportable. Des lumières dorées suspendues dans les arbres du jardin de la maison. De la musique douce. Des rires sincères. De la bonne nourriture. Et Naomi, habillée comme une petite princesse dans une robe blanche brodée de fleurs, qui tenait la main d'Esha pendant toute la cérémonie. Qui ne la lâchait pas une seconde. Qui souriait d'un sourire qu'on ne lui avait pas vu depuis 2 ans. Un sourire large, lumineux, un sourire qui ressemblait à celui de sa mère. Plusieurs personnes ce soir-là avaient pleuré. Pas de tristesse. De joie. De cette joie rare et précieuse qui arrive quand on voit que la vie peut, malgré tout, recommencer. Que les maisons peuvent retrouver leur lumière. Que les enfants peuvent guérir. Que l'amour peut revenir même quand on pensait avoir tout perdu. Les années qui suivirent furent celles d'une vraie famille. Avec ses moments difficiles, ses incompréhensions, ces nuits où les vieilles douleurs revenaient frapper. Mais aussi avec des petits déjeuners en famille le dimanche, avec des rires dans le jardin quand Naomi arrosait Esha avec le tuyau, avec des soirées où ils regardaient des films ensemble, Naomi entre les deux. Les anniversaires. Les Noëls. Les jours de rentrée scolaire où Esha coiffait les tresses de Naomi pendant que Mike préparait le petit déjeuner en brûlant les œufs. Naomi grandissait et ressemblait de plus en plus à la femme forte qu'elle allait devenir. Une femme qui connaissait la douleur mais qui ne la laissait plus diriger sa vie.
Une femme qui savait que l'amour prend des formes qu'on n'attend pas. Esha n'avait jamais essayé d'effacer Shizon. Pas un seul jour. Elle parlait d'elle avec Naomi. Régulièrement. Naturellement. Elle gardait sa photo dans le salon, à sa place, là où elle avait toujours été. Elle apprenait à Naomi les recettes que sa mère lui avait décrites pendant leur longue conversation. Elle emmenait Naomi sur la tombe de Shizon le jour de son anniversaire, avec des fleurs et des prières silencieuses. Parce qu'Esha savait qu'aimer une enfant, c'est aussi honorer d'où elle vient. C'est accepter tout ce qui la compose, y compris la part d'elle qui appartiendra toujours à quelqu'un d'autre. Et Naomi l'aimait pour ça. Plus que pour tout le reste. Plus que pour les repas, plus que pour les tresses, plus que pour les bras qui la tenaient la nuit. Elle l'aimait parce qu'Esha avait compris quelque chose que personne avant elle n'avait compris. Qu'on ne remplace pas une mère. On ouvre juste une autre place dans le cœur. Et le cœur, quand on le laisse faire, a toujours assez de place. La gosse continuait de vivre, bruyante et magnifique. Les klaxons résonnaient toujours. Les marchés débordaient toujours. La chaleur collait toujours à la peau. Et dans cette grande maison au quartier calme, derrière les murs blancs et les manguiers du jardin, une petite lumière brillait de nouveau. Portée par une petite fille qui avait failli éteindre tout le monde. Et sauvée par une femme qui avait choisi de rester malgré tout.